Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Des quartiers inondés, une circulation chaotique, des écoles fermées. C'est toute une ville qui croule. Casablanca paralysée suite aux précipitations de ces 3 derniers jours. Nous ferons le point dans un instant. Le Maroc a donné son feu vert pour une utilisation du vaccin AstraZeneca. Quelles sont les caractéristiques de ce vaccin suédo-britannique et ses spécificités? Salima Benabou va répondre à toutes ces interrogations. C'est un marché qui a aussi été fortement impacté par la crise sanitaire, celui du recrutement. Mais avec l'arrivée des vaccins, la donne peut changer et l'espoir d'une reprise reste permis. Maintenir une dynamique dans un environnement incertain, soutenir la femme entrepreneur, c'est l'ambition du programme MLI. Pour en parler, Leila Doukali, présidente de la FEM, est l'invitée de ce journal. Écoles fermées, quartiers inondés, coupures d'électricité, Casablanca coule littéralement. La ville est paralysée suite aux précipitations de ces 3 derniers jours. Les images tournées cet après-midi par Hamza Ait Messoud et Abdelali Mekawi sont impressionnantes. Elles révèlent la fragilité des infrastructures. Rita Saha pour le récit. Sous une pluie battante et incessante, ce policier tente tant bien que mal de gérer la circulation. Car depuis quelques jours, le chaos règne à Casablanca. Les fortes précipitations tombées sur la ville ont inondé rues, avenues et boulevards. Certains passages souterrains, comme ici à Ain Sebaa, ont été submergés par les eaux, ce qui a complètement bloqué le trafic sur plusieurs axes routiers. Ce matin, l'un des passages souterrains du quartier était inondé. Cet après-midi, j'ai voulu aller au travail. Vous le voyez, on est bloqué. Je vais devoir rentrer chez moi. Il faut que les efforts nécessaires soient déployés pour que les citoyens n'aient pas à subir cela. Car les gens sont obligés d'aller travailler, même dans ces conditions. Malgré le pompage des eaux et la tentative de débouchage des égouts, de nombreux automobilistes sont restés immobilisés plusieurs heures dans leur voiture. Les courts trajets, habituellement empruntés par certains, ont duré une éternité. Ce matin, j'ai mis plus de 2 heures pour aller au travail. Et cela entre les quartiers Anassi et Ain Sebaa. Aujourd'hui, on a beaucoup souffert à Casablanca. C'est trop. Et cela fait 2 jours que ça dure. La situation est catastrophique. Une situation catastrophique qui a suscité une vague d'inquiétude et d'indignation chez les Casablancais. Déjà envahis par les flots, ces derniers craignent le pire, car la météorologie nationale prévoit de la pluie jusque lundi. Les habitants de la capitale économique espèrent ne pas voir leur belle ville, bordée par l'Atlantique, prendre des airs de cité engloutie de l'Atlantide. Les inondations qu'a connues la métropole ont suscité la colère des Casablancais qui ont subi des dommages considérables. Ils pointent du doigt la société délégataire de l'assainissement de la ville et les services communaux. Le maire de Casablanca était l'invité de Sana Rahimi à 12h45. Je vous propose d'écouter Abdelaziz Laoumar. Une réunion d'urgence de la commission permanente chargée de ce dossier au sein du conseil de la ville est prévue demain à 15h. Dans les arrondissements casablancais, les élus reçoivent les doléances des citoyens. Leur rôle est de représenter la population. Ces élus vont demander les explications et les éclaircissements nécessaires à la société de gestion déléguée. Cette réunion est prévue demain à 15h au conseil de la ville. Casablanca n'est pas la seule ville concernée par l'alerte météo de niveau rouge. La ville de Tanger, comme on va le voir sur ces images, n'a pas été épargnée par les fortes averses. Il a suffi de quelques heures de précipitation pour que la ville soit complètement submergée par les eaux. De nombreux quartiers ont été touchés, essuyant beaucoup de dégâts matériels, garages et commerces inondés, voitures sinistrées, des canalisations endommagées ou encore des pannes d'électricité. Des images similaires à Tétouan, comme on le voit aussi sur ces images. Le Maroc prolonge l'état d'urgence sanitaire. Le Conseil de gouvernement qui s'est réuni ce jeudi à Rabat a décidé d'étendre la mesure qui s'applique sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 février 2021. Et cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts consentis pour lutter contre la propagation de la pandémie. Et concernant justement le Covid-19, arrêtons-nous sur les derniers chiffres du ministère de la Santé durant ces dernières 24 heures. 1597 cas de contamination ont été enregistrés au Maroc durant ce même intervalle. 27 décès ont été annoncés. Concernant les guérisons, 1825 rémissions ont été répertoriées à travers
travers les différentes régions du royaume. Et vous le savez, une nouvelle étape vient d'être franchie hier. Le Maroc a autorisé l'utilisation du vaccin suédo-britannique d'AstraZeneca. Quelles sont les caractéristiques de ce vaccin et ses spécificités? Salima Benabou va répondre à toutes ces interrogations. Salima, bonsoir. Bonsoir Yassine, bonsoir à tous. Alors, première question Salima, comment ce vaccin a-t-il été développé par AstraZeneca et quelles sont ses caractéristiques? Il s'agit en fait, Yassine, d'un adénovirus, une technique déjà utilisée depuis plus de 10 ans. Contrairement aux vaccins développés par Pfizer ou Moderna, qui innovent avec l'ARN messager jamais testé sur l'homme. Le vaccin AstraZeneca est basé sur une technologie à vecteur viral. Concrètement, les scientifiques utilisent comme un support un autre virus, un virus transformé auquel est insérée la protéine inactive du Covid-19, cette fameuse spicule. Cet adénovirus modifié ne se réplique pas, ce qui le rend sûr, notamment pour les patients fragiles. Il permet enfin à notre corps de fabriquer des anticorps pour se protéger contre la maladie. Alors on l'a bien compris Salima, les techniques sont différentes, mais est-ce que ce vaccin commandé par le Royaume est sûr? Quelle que soit la technique utilisée, ces vaccins doivent tous, sans exception, avoir le feu vert des autorités de santé de leur pays respectif. C'est le cas pour celui d'AstraZeneca. Il a été approuvé par l'Agence britannique du médicament. Sa mission a été de vérifier que tout est conforme à ce qui a été annoncé par le laboratoire. En l'occurrence, les effets secondaires minimes et le taux d'efficacité à plus de 70%. D'ailleurs, ce vaccin est devenu le premier à voir ses résultats d'efficacité validés par la revue scientifique britannique de Lancet qui a confirmé ces données. Et enfin, cela ne suffit pas. Ces résultats, ils ont été passés au crible par la Commission nationale consultative d'autorisation du vaccin anti-Covid-19 composée de médecins marocains à Rabat. Alors Salima, quelles sont les caractéristiques de ce vaccin qui est jugé non contraignant? La grande caractéristique de ce vaccin, c'est sa température de stockage. Il peut être conservé entre 2 et 8 degrés à la température de nos réfrigérateurs, donc de quoi faciliter son acheminement au moment où les autres pays, pour exemple la France, se heurtent au défi de la chaîne logistique à moins 80 degrés. Autre paramètre, l'intervalle de temps entre les deux doses. Si on prend l'exemple du vaccin développé par Pfizer, ce laboratoire recommande d'inoculer la seconde dose 3 semaines après la première, alors que la seconde dose du vaccin AstraZeneca peut être injectée jusqu'à 12 semaines après, de quoi faciliter la logistique de ce plan de vaccination. C'est donc un vaccin sûr, sain et efficace pour lequel le Royaume a opté. Mais n'oublions pas pour autant que pour être immunisé, il faut attendre d'avoir reçu la deuxième dose. Merci Salima pour cet éclairage, d'où l'importance du respect des gestes barrières pour un bon bout de temps. Merci Salima. Plus de 15 700 décès ont été enregistrés dans le monde en 24 heures, un chiffre au plus haut niveau. Les autorités sanitaires à travers le monde prennent des mesures de restriction. Le tour d'horizon est signé Jazia Al-Hamel. Devant ce centre de vaccination londonien, les Britanniques se sont succédés aujourd'hui afin de recevoir leur première dose de vaccin. Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays au monde à administrer celui d'AstraZeneca Oxford. Dans cette station de métro de Stockholm, les usagers n'échappent plus à la règle. Après recommandation de l'Agence nationale de santé publique, les Suédois portent tous leurs masques dans les transports en commun, notamment aux heures de pointe après une flambée de l'épidémie dans le pays. Une recrudescence des cas également constatée au Liban déserte la corniche de Zaytouna Bay, tout comme le reste du pays est barricadé. Les autorités ont en effet annoncé un reconfinement jusqu'à fin janvier. La hausse des cas durant les fêtes a provoqué la saturation des hôpitaux. Du côté de Tokyo, c'est un nouvel état d'urgence qui a été déclaré. Le Premier ministre japonais a annoncé aujourd'hui cette mesure dans l'optique de contrer la progression de la pandémie, de quoi faire réagir encore une fois la population japonaise à bientôt 6 mois de l'ouverture prévue des Jeux Olympiques.
Direction les États-Unis où le Congrès a certifié la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Ce devait être une journée historique, mais peut-être pas dans ce sens. Elle restera comme celle où la démocratie américaine a été attaquée, malgré le chaos provoqué par des manifestants pro-Trump qui ont pris d'assaut le Capitole à Washington. Les élus du Congrès américain ont certifié la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Donald Trump a finalement promis une transition ordonnée. Par ailleurs, le Sénat a basculé aux mains du Parti démocrate après la victoire de ces deux candidats en Géorgie. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. L'Eboha Moussawet, c'est un jeu de cartes qui permet aux enfants et aux jeunes de faire connaissance avec des femmes qui ont marqué l'histoire mais qui restent cachées dans les pages de l'oubli. Nous en parlerons avec Karine Troussel de l'association Quartier du Monde. Samia Hadissi nous rejoindra ensuite pour sa chronique culturelle dans le Journal des Arts. Elle nous présentera Qu'importe si les bêtes meurent, un court-métrage qui est en train de faire un long parcours. Mais avant cela, focus sur un marché qui a aussi été fortement impacté par la crise sanitaire, celui du recrutement. Mais avec l'arrivée des vaccins, la donne peut changer et l'espoir d'une reprise reste permis. On fait le point dans ce reportage d'Abdelalim Kawi et Mamadou Diaye. L'horizon va-t-il s'éclaircir pour le marché de l'emploi pour cette année 2021 ? C'est l'espoir des candidats au recrutement et des employeurs en ces temps de crise, un marché fortement perturbé par la pandémie du Covid-19. Il y a eu des gels de recrutement. La priorité pour les employeurs était de s'adapter à cette nouvelle organisation pendant le confinement, notamment sur le télétravail ou le travail à distance. Certaines études ont démontré que plus de 60% des recrutements ont été suspendus ou reportés. Le recruteur est-il devenu plus exigeant ? Pour ce chasseur de tête, 2020 a été tout simplement une année noire. Je dirais une annus horribilis, comme diraient les latins. Elle a bien débuté, mais avec le premier confinement, le problème qui s'est posé, c'est que pratiquement tout le monde a, je dirais, suspendu. Certains ont annulé carrément les recrutements. Donc c'est une année très difficile et toute reprise ne sera possible que si bien sûr, il y a ouverture des frontières et que la campagne de vaccination puisse commencer. Certains secteurs ont pourtant fait preuve de résilience plus que d'autres dans le recrutement durant la crise sanitaire. C'est le cas des banques ou des technologies. De l'avis des spécialistes, avec les annonces de vaccins, il y a de quoi être optimiste quant à une reprise dès le deuxième semestre de cette année 2021 des recrutements. Maintenir une dynamique dans un environnement incertain, conseiller la femme entrepreneur et l'aider à préserver son entreprise et à rebondir. MLI, c'est le nouveau plan lancé par l'Association des femmes chefs d'entreprise. Il vient s'ajouter aux différentes actions menées depuis 20 ans d'existence, conscient du risque insistant des faillites qui se répercutent sur la perte d'emploi et l'équilibre économique. La FEM, à travers ce plan, veut apporter du soutien aux entreprises en difficulté gérées par des femmes suite au Covid-19. Parce que ce que nous avons... Pour parler de cette initiative et de l'entrepreneuriat féminin, la présidente de la FEM est l'invitée de ce journal, Leïla Doukali. Bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors on commence par peut-être un constat. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'entrepreneuriat féminin durant ce contexte de crise sanitaire et surtout, est-ce qu'il y a des chiffres ? Alors, la FEM accompagne depuis 20 ans maintenant les femmes chefs d'entreprise au Maroc dans un soutien pour les aider à aller plus de l'avant. Son rôle est d'autant plus important aujourd'hui car l'impact lourd des femmes de la pandémie sur les femmes chefs d'entreprise est bien présent du fait que notre réseau, notre tissu entrepreneurial actuel est essentiellement composé de femmes qui exercent dans les secteurs du commerce et du service. Et ce secteur-là, comme nous le savons tous, a été lourdement impacté par ce fléau. Donc, suite à cela, la FEM, toujours fidèle à sa mission, a décidé, à travers son bureau exécutif, de revoir sa feuille de route et de redessiner sa stratégie pour être au plus près de ces femmes chefs d'entreprise en difficulté. Et c'est là que vous avez lancé ce projet et c'est là où, absolument. Il concerne une centaine de femmes chefs d'entreprise. Concrètement, comment est-ce que la FEM va les accompagner ? Nous prévoyons d'accompagner pour l'année 2021 une centaine de femmes chefs d'entreprise. Donc ce programme MLI, ce programme d'aide, s'articule autour de 4 axes. Le premier, c'est le coworking.
Il faut savoir que notre siège a été réaménagé pour pouvoir héberger ces femmes qui ne sont plus en mesure de payer des charges basiques courantes et qui sont donc menacées de fermeture et on ne veut pas qu'elles ferment. Donc nous allons pouvoir les héberger temporairement. Le deuxième axe, c'est celui du networking à travers notre plateforme digitale, ce qui va nous permettre de mettre en avant ces femmes-là et donc de booster leur activité. Le troisième axe, c'est celui de la formation, avec des modules dédiés en fonction des besoins bien identifiés. Et le dernier axe, qui n'est pas des moindres, qui est celui du plan personnalisé, qui va être pris en charge par des experts qui vont accompagner la femme chef d'entreprise en one-to-one, j'insiste bien, qui vont l'aider dans un premier temps à faire un diagnostic organisationnel et financier de l'entreprise et dans un second temps de lui mettre entre les mains les solutions pour qu'elle puisse rebondir. Alors, Leila Doukhali, arrêtons-nous pour terminer sur un chiffre qui en dit long. Le taux de création d'entreprises par des femmes était de 12% en 2015, puis de seulement de 10% en 2018. Finalement, c'est une proportion qui ne reflète pas du tout les ambitions affichées. Absolument, et je n'ose même pas imaginer le taux de création pour les chiffres de 2020. Effectivement, quand vous voyez que plus de la moitié des bancs d'université au Maroc sont occupés par des femmes, et qu'elles sortent généralement majors de promotion, qu'elles sont brillantes et qu'on ne les retrouve pas sur le marché du travail, effectivement, il y a une vraie étude à mener et la FEM pense mener cette étude courant de l'année 2021 pour comprendre ce véritable paradoxe. Il y a effectivement des freins à la création d'entreprises pour la femme, l'accès au financement, le fait qu'elles se disent qu'elles ne puissent pas concilier responsabilité familiale et professionnelle. Donc, mais elle en est parfaitement capable. Si nous y sommes arrivés, c'est qu'elle peut le faire. Et nous refusons. La FEM va se mobiliser durant ces prochains mois et ces prochaines années à faire en sorte que ce taux de création d'entreprise ne baisse pas davantage et qu'il repasse à la hausse. Leila Doukhali, merci d'avoir accepté notre invitation. Faire connaissance avec des femmes qui ont marqué l'histoire, transformé nos espaces de vie, mais qui restent cachées dans les pages de l'oubli. Pour tenter de pallier l'invisibilisation des femmes dans les récits historiques, les associations Quartier du Monde et Naouras ont créé un jeu de cartes. Ça s'appelle L'Ebouha Moussawet. Nadia Uhta et Sarah Jabri se sont prêtées au jeu lors d'un atelier organisé dans un lycée à Salé. Établissement scolaire Seyd Al-Hurra à Salé, l'ambiance est bon enfant dans l'une des salles de classe où un groupe de lycéens s'est réuni. Au programme, un jeu de cartes assez spécial, car chacune d'entre elles est à l'effigie d'une personnalité féminine ayant marqué l'histoire du royaume. Je suis animatrice du jeu dont l'objectif est simple, mettre en exergue le rôle de la femme marocaine à travers des personnalités féminines historiques influentes, mais qui ne sont pas assez connues. C'est un jeu qui aborde la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes. La discrimination entre eux n'a pas lieu d'être. En la joue, égalité joint l'utile à l'agréable en permettant aux jeunes de découvrir, tout en s'amusant, des histoires de femmes inspirantes, au parcours exceptionnel et qui pourtant trouvent peu de place dans les manuels scolaires. Les élèves se prêtent volontiers au jeu. D'un côté, cela encourage les filles à être ambitieuses et sûres d'elles. D'autre part, les garçons apprennent à respecter et à valoriser la femme qui joue un rôle essentiel au sein de la société marocaine. Ce jeu de cartes féministes est à l'initiative de Naouras et Quartier du Monde, deux associations qui se sont lancées un défi de taille, celui de remédier à l'invisibilisation des femmes dans les récits historiques. D'où vient l'idée de l'Ebouha Moussawet? C'est ce que va nous dire Karine Troussel, également invitée de ce journal. Karine, bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du bureau de l'association Quartier du Monde au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec cette initiative, vous avez laissé de côté les grands discours et opté plutôt pour le côté pratique, didactique, tactile. Surtout, vous avez choisi le jeu comme outil de lutte contre les stéréotypes. D'où vient cette idée de l'Ebouha Moussawet? Bonsoir Ihsan, merci pour l'invitation. Quartier du Monde crée depuis plusieurs années des outils pédagogiques, participatifs, ludiques pour travailler sur les différentes questions avec lesquelles on travaille, avec les jeunes, avec les femmes, sur la participation citoyenne, sur le renforcement du pouvoir d'agir des femmes. Et ce sont des outils issus de l'éducation populaire, issus du travail pratique, du théâtre, on s'est inspiré beaucoup
des expériences en Amérique latine, de nos collègues de notre réseau en Amérique latine. Et donc on est habitué à jouer, on est habitué à s'amuser pour travailler. Et puis on a aussi rencontré dans le cadre de notre travail beaucoup de femmes marocaines qui sont fortes, puissantes, qui ont des expériences très intéressantes. Et puis c'est issu aussi d'un constat qui n'est pas un constat typiquement marocain, mais que ces femmes sont peu visibles dans les médias, exactement, dans les manuels scolaires. Par exemple, lundi, on commémore la signature du manifeste de l'indépendance. Une femme a signé ce manifeste. Est-ce que vous connaissez le nom de Malika El Fassi? Alors, il y a 50 femmes dans ce jeu, des noms comme Fatima Mernissi, Touria Chaoui, Aïcha China ou encore Al-Hajja Al-Hamdawiya. Comment s'est fait la sélection et quels ont été les critères qui ont motivé le choix de ces 50 parcours? Alors, on a commencé à identifier une dizaine de femmes qui sont très connues. Et on a créé ces cartes et puis on est allé jouer dans des écoles, dans des associations, des maisons de jeunes, avec des militants, des militantes pour les droits des femmes. Et en jouant, on a un défi dans le jeu qui est de nommer une femme qui nous inspire, une femme qu'on aimerait voir dans le jeu. Et donc, au fur et à mesure des jeux, on a comme ça construit cette sélection de 50 femmes qui ont eu un apport dans les différents domaines, dans les sciences, dans le sport, dans la politique. La culture, la musique. Exactement. Et donc on a, avec les personnes, construit de nouvelles cartes de femmes des différentes régions du Maroc qui viennent de différentes classes, etc. Et on a même laissé 3 places pour des hommes qui ont œuvré pour les droits des femmes. Alors, on l'a vu dans le reportage, des séances sont organisées dans plusieurs écoles, des collèges aussi, pour mettre en lumière, visibiliser celles qui ont marqué l'histoire. D'après cette expérience que vous avez menée, quel constat faites-vous? Quelle est la perception de l'approche genre chez les enfants? Alors, très pratique en réalité, parce qu'on le vit au jour le jour, on le vit au quotidien. Et il y a des jeunes filles qui font du foot, qui ont envie de faire du foot et qui se retrouvent confrontées à des limites. On a joué aussi avec un petit garçon qui aimait s'occuper de sa poupée, une petite poupée que son papa lui avait offert. Et on rencontre des limites quand on veut faire ces activités qui sont traditionnellement liées à l'autre sexe. Et les enfants ont envie de questionner ça, le questionnent. Et à travers le jeu, on sent beaucoup d'envie d'apprendre, beaucoup d'intérêt. Les professeurs avec lesquels on a pu travailler remarquent aussi que les enfants apprennent. Et quand je dis les enfants, nous aussi, quand on joue avec les cartes, le jeu est aussi fait de manière pédagogique pour qu'on apprenne des informations, qu'on puisse les redonner. Et nous, on est prête à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour intégrer ce jeu dans les manuels, dans les curriculums, les programmes. Le faire évoluer si besoin pour le mettre au service de plus de personnes. Karine Troussel, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience. Merci. On va continuer à parler des femmes, le partenariat entre les États-Unis et les organisations locales marocaines en matière d'autonomisation économique des femmes a été au centre d'une table ronde tenue ce jeudi à Rabat. Cette discussion s'inscrit dans le cadre de l'annonce faite le 22 décembre dernier par la US International Development Finance Corporation concernant une initiative qui mobilisera $1 milliard d'investissement dans des projets qui feront progresser l'autonomisation économique des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Hadissi, le journal des arts. Samia, bonsoir. Bonsoir, Sam. Alors, vous nous présentez ce soir Qu'importe si les bêtes meurent, un court-métrage qui est en train de faire un long parcours. Depuis sa sortie initiale en 2019, Ihsan, le court-métrage de Sophia Alaoui, Qu'importe si les bêtes meurent, suscite un grand engouement un peu partout dans le monde. D'abord au Sundance Festival en ligne, où il a décroché le Grand Prix du jury en janvier 2020. Et là, il est en lice dans la catégorie du meilleur court-métrage au César en février prochain. Et excusez du peu, il vient d'être sélectionné par l'Académie des Oscars pour concourir en lice à l'Oscar du meilleur court-métrage en 2021.
C'est l'histoire de Abdallah, jeune berger du Haut-Atlas, et de son père, bloqués par la neige dans leur bergerie, leurs bêtes dépérissent. Et Abdallah est contraint de s'approvisionner dans un village à plus d'1 jour de marche. Avec son mulet, il arrive dans la bourgade désertée par ses habitants en raison d'un curieux événement. Et pour nous en parler plus en détail, je reçois ce soir la réalisatrice Sofia Alaoui. Sofia, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous poser une question, certainement qu'on a dû beaucoup vous poser. Qu'importe si les bêtes meurent a eu un grand succès. Là, il est en lice pour les Césars, pour les Oscars. Est-ce que vous vous attendiez à ce grand succès ? Non, on ne s'attend pas à un succès comme ça pour un court-métrage. Évidemment pas. Moi, j'avais envie de faire le film, je l'ai fait de manière spontanée et je suis ravie qu'il ait pu... Qu'on fait un film, on a envie qu'il soit vu. Donc, c'est formidable. Et là, vous parlez dans votre film de science-fiction. C'est un peu étrange quand on voit le décor un peu western et ces paysages magnifiques du Haut-Atlas. Est-ce que c'est un thème qui vous tient à cœur ? Moi, j'avais envie de questionner ma société dans laquelle je vivais. Et il me semblait qu'amener des éléments de science-fiction dans un cadre extrêmement rural, extrêmement réaliste, permettait peut-être de questionner au mieux la société en fait. Et donc c'est ce que j'avais envie. J'avais envie d'amener un petit peu d'originalité et puis d'amener un élan vers l'ailleurs pour faire du cinéma qui interroge. Et quels sont vos projets pour 2021 ? Je ne sais pas si on peut vous poser cette question. Déjà là, on est vraiment comment dirais-je, on est à 100% dans la campagne pour les Césars et les Oscars. Donc le film sera visible à partir de demain en ligne pendant 1 mois gratuitement. Donc j'invite tous ceux qui veulent le voir à regarder un petit peu l'actualité sur Facebook. Et puis j'ai l'adaptation de ce court-métrage-là en long-métrage. Donc c'est un chantier et on espère le tourner dans 1 an. Voilà. Donc on vous souhaite beaucoup de chance pour la suite, Merci Sofia Alaoui. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Ne bougez pas, nous allons voir ensemble l'agenda de la semaine que je vais vous présenter. Alors, les rendez-vous culturels de la semaine prochaine. L'Oriental Fashion Show se tient à Fès cette année, les 8 et 9 janvier. La Médina Art Gallery à Tanger rend hommage le 10 janvier à l'artiste disparu Ahmed El Barrak. C'est les journées Street Art du 12 au 14 janvier dans un lycée de Casablanca. Du 16 janvier au 16 juin à l'Institut français de Marrakech, ne ratez pas l'exposition de photographie 70s by Christina. Et enfin, ceux qui aiment la musique africaine vont être servis. Africasque, un programme de playlist hebdomadaire est lancé pendant tout le mois de janvier en cliquant sur le lien qui s'affiche. Hassan. Merci Samia et merci à votre invité. On termine cette édition avec cette plongée insolite en 2021, vêtue du costume traditionnel sud-coréen. Des plongeurs ont fait leur vœu du nouvel an dans un aquarium de Séoul avec 2203 mètres carrés. Cet aquarium est le plus grand de la capitale sud-coréenne. Il abrite de nombreuses espèces exotiques au milieu des raies et des requins. Les plongeurs ont souhaité une bonne année et à côté de cette bannière où il y avait écrit bonne année flottait aussi une autre bannière disant battons le coronavirus sagement. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Des quartiers inondés, une circulation chaotique, des écoles fermées. C'est toute une ville qui croule. Casablanca, on l'a vu, est paralysée suite aux précipitations de ces 3 derniers jours. Le Maroc a donné son feu vert pour une utilisation du vaccin AstraZeneca. Nous avons fait le point sur les caractéristiques de ce vaccin suédo-britannique et ses spécificités. C'est un marché qui a aussi été fortement impacté par la crise sanitaire, celui du recrutement, mais avec l'arrivée des vaccins, la donne peut changer, c'est l'avis des experts et l'espoir d'une reprise reste permis. Maintenir une dynamique dans un environnement incertain, soutenir la femme entrepreneur, c'est l'ambition du programme MLI. Pour en parler, Leila Doukali, présidente de la FEM, était l'invitée de ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Aït Abdelmjid demain et tout ce week-end. C'est Wadja Deda qui vous accompagnera. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. Excellente soirée à tous.